facts. Big old facts. Hey, big old rain. Big old rain. Big old change. Big old. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 20 juin 2025. Gavino Defalco, en compagnie de mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va? Jeremy Filosa, les Jays, toujours dans une place aux séries éliminatoires et également se rapprochent des Yankees de New York malgré une semaine au bureau de 2 victoires, 4 revers. Tes impressions, parce qu'on a une grosse émission. Je te le dis, Philo, là, je sais pas si ça va tout rentrer aujourd'hui. Ça va être l'enfer. Vas-y. Ouais, écoute, déception, bien sûr, du côté de Philadelphie, mais au moins, ils ont gagné la série contre les Rays. C'est sûr que le gros sujet de conversation, c'est Vladimir Guerrero qui change de rôle dans l'ordre des frappeurs. On va en parler dans les prochains instants. Mais il y a aussi des inquiétudes, notamment au monticule. Il va falloir parler de Kevin Gausman. Mais comme tu dis, on demeure dans la course au meilleur deuxième et surtout, on garde les Yankees pas trop loin pour se garder en vie, peut-être pour une course au championnat dans cette division-là. Alors, on a du plaisir. C'est quand même pas mal le fun de suivre l'équipe. On va regarder tout de suite, justement, le classement dans la division Est. Les Yankees, ils ont eu de la difficulté cette semaine à marquer des points. Aaron Judge dans une mini-léthargie. Regardez les Rays à 2 matchs et demi et les Blue Jays de Toronto à 3 matchs avec un dossier de 40 victoires et 34 défaites. Et les Red Sox qui s'accrochent malgré une transaction importante cette semaine. On va en parler dans quelques instants. Et regardez au meilleur deuxième. Là. Les Jays seraient dans les séries si ça commençait aujourd'hui. Les Jays ont une priorité de 2 matchs sur un paquet d'équipes qui jouent pour 500. C'est pas compliqué si tu joues pour 500 dans la Ligue américaine. Ça va être chaud jusqu'au bout. Philo, on va commencer tout de suite avec ce qui a marqué l'actualité. Vladimir Guerrero qui retourne au 3e rang. Oui, je crois rêver. Je pense que John Schneider regarde le podcast des Blue Jays. Regardez ce que Vlad a fait un peu plus tôt cette semaine contre l'Arizona. On écoute. Vladdy drives the ball way back to left field, and that ball is out of here. First pitch ambush from Vladimir Guerrero Jr. Loin dans la gauche! Elle est partie. Extraordinaire. Écoute, j'étais bien content de voir Guerrero retrouver le 3e rang parce qu'on le dit depuis le début de l'année, Vladimir Guerrero n'est pas un 2e frappeur. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais ça change quoi? 2e ou 3e frappeur. Là, on a vu les prouesses de Guerrero lors des 2 premiers matchs contre les Diamondbacks d'Arizona. Je crois que c'était 6 points produits dans ces 2 rencontres-là. Ouais. Dans le 2e match, il a réussi à embarquer sur les sentiers 5 fois sur 5. Regardez, moi, là, personnellement, je peux pas vous dire qu'il y a une différence entre 2e et 3e. Mais je me souviens qu'au début de la saison, dans une entrevue donnée en espagnol, Vladimir Guerrero avait dit « J'aime pas ben ça, sortir du terrain en défensive et tout de suite être dans le cercle d'attente. » OK? Là, à un moment donné, tu vas dire « Ouais, mais ça change quoi et tout ça? » Tu viens de donner 500 millions pour 14 ans à Vladimir Guerrero. Je pense que s'il dit « J'aime mieux frapper 3e parce que je me sens moins pressé », ben peut-être que tu devrais l'écouter, surtout avec les résultats qu'on a vus là, jusqu'à maintenant dans la série contre les Diamondbacks. Puis Barger, c'est sûr que c'est pas un 2e frappeur comme on les connaît d'habitude. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, ça semble quand même bien fonctionner. On va parler de Barger dans quelques instants, mais justement, MLB Network a publié un tableau cette semaine très important concernant Vladimir. C'est pas compliqué. En 1064 présences au bâton Vladimir, lorsqu'il frappe 2e, il y a une moyenne de 268. Quand il frappe 3e, Vladimir, c'est des chiffres, là, c'est juste des chiffres. On peut faire dire n'importe quoi avec des chiffres. En 2037 présences au bâton, donc le double à peu près, Vladimir frappe pour 305. Et il a connu une bonne semaine au bureau, justement, contre les Diamondbacks. Il a frappé la balle d'aplomb, un match de 3-4 points produits. Bref, début sur balle intentionnel. J'ai revu, enfin, le Vladimir de l'année passée, lorsqu'il était dangereux, parce que, je l'ai dit, là, mois d'avril, mois de mai, puis même jusque maintenant, jusqu'à cette semaine, il m'a pas vraiment impressionné. Maintenant, j'espère que ça va se replacer. Et surtout, le gars qui frappe en avant de lui,
Addison Barger avait connu un bon camp d'entraînement. Regardez ce qu'il a fait un peu plus tôt cette semaine. Encore une fois, l'Arizona. On regarde. Squared up. Swing and a high drive. Right field. Way back. The Blue Jays win the game. Non, mais Mais, tu sais, Barger, là, peu importe où tu l'as placé dans l'alignement jusqu'à maintenant cette année, il fait le travail. Il frappe des balles d'aplomb. C'est sûr que là, il faut s'attendre à ce que le baseball, à un moment donné, s'ajuste à Barger. C'est juste normal. On le connaît pas, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. D'ailleurs, le premier mois de l'année, il était même pas là. Alors, mais il donne vraiment un bon coup de pouce. Puis écoute, là, on se gêne pas de le placer dans l'ordre des frappeurs, dans le cœur de l'ordre des frappeurs. Ça, c'est de bon augure. Je vais juste revenir sur Guerrero. Tu parlais tout à l'heure de lui. J'ai des statistiques parce qu'on parle à Toronto, on dit est-ce que Guerrero est un slow starter? C'est un gars qui, souvent au début de l'année, connaît pas des excellents mois. Voici les statistiques de Vladimir Guerrero pour chacun des mois, pour les circuits depuis le début de sa carrière. En avril et mai, il frappe en moyenne 4,6 circuits par mois. Donc, avril et mai. Au mois de juin, il frappe en moyenne 7,75 circuits, donc près de 8 circuits par mois au mois de juin. Mois de juillet, 6,6. Et au mois d'août, ça descend un petit peu à 5. Et au mois de septembre, 4,8. Donc, les mois qu'il préfère, Vladimir, c'est les mois où il fait chaud. Alors, normalement, il commence à se réchauffer. On l'a vu là, dans la série contre les Diamondbacks. Espérons que ça va se poursuivre et que la tendance va se maintenir. Là. On arrive à la Saint-Jean. Là. Il y a 9 coups de circuit depuis le début de la saison. Bon, les meneurs chez les Jays, Springer en a 10 également. Bojo Bichette, circuit important un peu plus tôt cette semaine, on le sait, en a 10 lui aussi. Mais je veux dire, la semaine prochaine, là, Philo, on va avoir joué le 81e match de la saison. Donc, ça, pour les statistiques, là, si tu fais x2, Vladimir, pour l'instant, va frapper 20 circuits. Il n'est pas sur un pace, excuse-moi l'expression, d'en frapper 30-35, là. Parce que je pense pas qu'on lui a donné 500 millions pour qu'il en frappe 18 à 20 par année. En tout cas, mon point de vue. Je suis confiant, Gavino, qu'il va frapper entre 25 et 30 circuits encore une fois cette année. Un autre qui va bien également, là, Alejandro Kirk, malgré une défaite contre l'Arizona, 2 coups de circuit. On regarde. Swing and a high fly ball, deep right field, moving back, Grichuk turns at the wall, it's gone. A 2-homer game for Alejandro Kirk, both of them the opposite way. Ne ralentit pas. 313 de moyenne. Encore une fois, frappe la balle d'aplomb. Puis à chaque fois, je regarde, la carte de pointage et Alejandro Kirk frappe 4e. J'ai dit, ça se peut pas. Ça va ralentir. Non, continue à frapper la balle de l'autre bord de la clôture, Philo. Il y avait quand même une séquence de 18 apparitions au bâton sans coup sûr, mais tu sais, les 2 circuits qu'il a frappés dans le 3e match contre les Diamondbacks, là, c'est 2 circuits au champ opposé. Les gens qui n'ont jamais joué au baseball, juste pour vous expliquer, lui, c'est un frappeur droitier et normalement, son allée de puissance, c'est celle du champ gauche. Et ça, c'est une chose, frapper des circuits où tu tires la balle. Mais quand tu frappes des circuits au champ opposé, pour un petit joueur comme lui, à petit gabarit, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ça qui est d'autant plus impressionnant que ce que Kirk est en train de faire présentement. Bon, les lanceurs partants. Berrios, Bassett, c'est correct. Gausman en arrache depuis le 1er juin. Voici ses statistiques. Le 1er juin, 4 manches et 2 tiers, 3 points. Ensuite, contre les Twins, c'est correct, 6 manches, 3 points. Ces 2 derniers départs, beaucoup de difficultés. Il s'est fait frapper contre les Phillies de Philadelphie, 5 manches, 4 points. Et hier, et justement, contre les Diamondbacks, 4 manches et 1 tiers, 7 points. Beaucoup d'irrégularités. On parlait de top 3, big 3 du côté des Jays. On peut plus vraiment parler de big 3 avec les performances de Gausman dernièrement. Tu sais, Gausman, on l'a dit depuis le début de l'année, pendant combien de temps il peut se débrouiller avec 2 tirs? Il y a 2 tirs, Gausman. La rapide et le changement de vitesse. Mais quand ta rapide n'atteint pas des vitesses extraordinaires pour le niveau du baseball majeur, ben écoute, t'as pas grande option pour déjouer tes adversaires. 5 fois cette saison, Gavino, Gausman a donné 4 points ou plus. Et là, cette semaine, 7 points aux Diamondbacks d'Arizona. Il m'inquiète, Gausman. Puis je sais pas à quel point on va pouvoir continuer de lui faire confiance. Je veux dire, on va le mettre là, mais
écoute, c'est des circuits après circuit après circuit. Il est devenu le nouveau Bowden Francis des Jays. Ben, écoute, on dirait que ça a été contagieux entre ces deux gars-là. Mais je te dis, Gavino, si là, les séries commencent demain matin, tu as à choisir un partant pour débuter une série. C'est qui ton partant chez les Jays? Aïe, aïe. Une bonne question. On n'a pas d'as. On n'a pas de lanceur dominant que tu dis, il va fermer la porte, va rien donner. Ben, le plus constant, ça a été Bassett. On va se le dire, là, même si logiquement, tu dirais on commence avec Berrios. Présentement, c'est Bassett qui te donne les meilleures chances de gagner à chaque fois qu'il monte au monticule. Puis ça, c'est inquiétant. Ouais. Là, au moins, tu as Eric Lauer cette semaine. Sorti, 5 bonnes manches de travail, a donné 1 point. C'est la surprise. Là. Et au moins, ça va faire du bien à la rotation des partants, puisqu'on était tanné de jouer justement au jeu du chat et la souris. On ne sait pas qui va lancer dans le bullpen day. Eric Lauer. Écoute, il n'y a pas une rapide explosive. C'est 92-93. J'ai hâte de voir son prochain départ, puisque je trouve qu'il lançait en plein cœur du marbre et les Diamondbacks n'en ont pas profité. On va se garder une petite réserve, mais au moins, là, on donne un petit peu de répit à l'enclos de relève. Et surtout, celui qui va peut-être changer la donne, Max Scherzer, qui a effectué un départ avec les Bisons de Buffalo. On regarde quelques images, on revient dans 30 secondes. Had his third home run of the season yesterday to get the Woo Sox going in 3 pitches. Scherzer makes quick work of Sogard, and he takes strike 3. Right there, a fastball at 94. And Scherzer deals, swing and a miss. He got him on the cutter. Swing and a miss. He got him at 94. And he struck out the side. Scherzer looking A-OK. 1-2 pitch, nice swing pitch. And a miss. The changeup, swing and a miss. There's the changeup. Et voilà Max Scherzer qui a quand même très bien fait. Je pense qu'il n'a rien donné en 4 manches et un tiers ou quelque chose comme ça. Beaucoup de retraits au bâton comme vous avez été témoin. Qu'est-ce que tu penses que Max Scherzer va amener là, chez les Blue Jays là, dans les prochaines semaines? Ben là, il va lancer cette fin de semaine sur les lignes de côté au Rogers Center. Et normalement, on nous dit que la semaine prochaine, contre les Guardians, il va être là, au monticule. Alors ça va faire du bien. Il y a des petites douleurs au pouce, mais on dit que c'est gérable au moment où on se parle. J'ai très, très, très hâte de le revoir au monticule. C'est sûr que les gens à Worcester qui se sont achetés une étiquette à 10$ pour aller voir ce game-là, d'après moi, ils ne s'attendaient pas à voir Max Scherzer au monticule. Écoute, ils l'ont applaudi, ils l'ont ovationné quand il est sorti du match après 75 tirs, même s'il avait dominé l'équipe locale. Alors, assez surprenant. Ça devrait être notre cher ami Turnbull qui sera au monticule vendredi soir. Contre les pauvres White Sox que tu dois balayer, j'imagine. À Toronto. Mais sérieux, il faut que tu t'ébalayes. Je veux dire, pas de pitié, no mercy à la Cobra Kai. Je m'excuse. Tu balayes les White Sox. Hey, faut que je te parle d'une statistique. Parce que là, encore une fois, cette semaine, les Blue Jays, dans les matchs qu'ils ont perdus, ça a été difficile. Je te nomme les 5 meilleures équipes de la Ligue américaine. OK? Les Tigers de Détroit, c'est la meilleure équipe de la Ligue américaine présentement, différentiel de plus 87. Les Yankees, deuxième, plus 101. Les Astros, troisième, plus 52. Oui. Les Rays de Tampa sont quatrième dans l'américaine, plus 65. Et les Blue Jays, la 5e meilleure équipe de la Ligue américaine, moins 8. Belle petite température du mois de janvier. Un beau moins 8. À chaque fois, je pense que les Blue Jays ont été dans le positif 2 ou 3 jours et sont retournés dans la section négative un peu plus tard. Les 4 équipes qui sont dans le top 5, c'est du plus 50, du plus 100 et plus. Les Blue Jays, moins 8. Écoute, j'ai des amis au boulot qui me disent, là, les Blue Jays, ils n'ont pas d'affaires là, mais ils sont là pareil. 6 matchs en haut de 500. Question du public très rapidement. T'as Dom qui dit, croyez-vous que Vlad pourrait jouer un rôle important dans les négociations pour re-signer Bojo Bichette? Peut-il mettre de la pression sur l'administration? Merci et hâte au prochain podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Bojo va être influencé par Vladimir? C'est sûr que oui. Vladimir Guerrero va avoir son mot à dire. Bichette l'a dit à plusieurs reprises. Mon but, c'est de jouer le plus longtemps possible aux côtés de mon bon ami Vladimir Guerrero. Donc, moi, je te dis, les Blue Jays, s'ils perdent un gars comme Bo Bichette, ils vont avoir beaucoup de difficultés à trouver un joueur de ce type-là. Puis moi, je pense qu'on n'a pas vu le meilleur de Bo Bichette. Hein. Il n'y a pas 33 ans, Bo Bichette. Il est encore jeune. Je pense qu'il va encore continuer de s'améliorer. Et il faut que tu trouves une façon de t'entendre avec lui, mais de la façon... On n'entend rien, Gavino, en termes de négociation. Mais, aucun pourparler, rien, là. T'aimes pas la police d'assurance Andrés Jiménez, c'est ça? Pas en tout. Puis, en tout cas, je trouve que... Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il frappe 6e, ce gars-là.
Ah, Tu sais, encore écoute, une fois, là, tu sais, bref. non, mais il détonne complètement parce que à Toronto, présentement, la grosse discussion, c'est pourquoi Barger ne joue pas au troisième? Ben oui, mais Barger, il joue pas au troisième parce que Clement ne joue pas au deuxième. Puis pourquoi Clement ne joue pas au deuxième? C'est parce que tu as signé un gars qui va gagner en moyenne 15 millions pour les 5 prochaines Ben oui. années et demie. Il frappe 200. Non, mais tu sais, comme ils disent en anglais, he sticks out like a sore thumb. Il n'y a pas d'affaire là. C'est ça la réalité, là. Une autre question, notamment de Stéphane Bédard. Les Jays Ouais. devraient être acheteurs, mais ont-ils du matériel à échanger? Je doute qu'ils puissent aller chercher un joueur d'impact. Ouais. On a vu cette semaine une transaction très importante impliquant les Red Sox et les Giants de San Francisco, justement. Les deux équipes s'affrontent en fin de semaine. Rafael Devers, qui est selon moi un des 10 meilleurs frappeurs dans le baseball, a quitté pour 4 suspects, ou à peu près, là. Ouais. Aïe Ben, des aïe! suspects. Les Blue Jays en ont des suspects, là. Tu sais, des Rodin, puis Loper Frido, puis, tu sais, Schneider. Je veux dire, des suspects qui sont encore jeunes, t'en as. Qu'est-ce que ça va te ramasser? Je ne sais pas. Moi, dans mon monde idéal, à moi, c'est Jimenez qui partirait. Le problème, c'est que tu ne vas pas trouver preneur. Puis ça répond à ma question. C'est que si tu n'es pas capable de trouver preneur pour Jimenez, à 5 ans et demi de contrat encore, à moyenne à 15 millions, c'est parce que tu as fait une erreur à aller le chercher. Parce que pour moi, c'est lui le gars que tu n'as pas de besoin. C'est lui le gars que tu peux sacrifier. Mais tu vas aller chercher quoi avec ce gars-là? Si quelqu'un veut le prendre, il va falloir que tu manges une partie de son salaire, Oui. ça c'est certain. Ailleurs dans le baseball majeur, on va faire une petite parenthèse, là. La série Dodgers-Padres cette semaine, série de 4 matchs, ça a été du très bon baseball, old-time baseball. On regarde quelques images. Roberts coming out as Schilt was yelling in his direction. And now a little shove from Roberts of Schilt. And now everybody unloading onto the field. The manager started, and now the players are involved too. It was only a matter of time. Toddy's been hit twice and has each time handled it like a pro. Deux équipes qui ne s'aiment pas. Les Dodgers et les Padres, selon moi, c'est la meilleure rivalité actuellement dans le baseball majeur. Ça me fait penser aux Red Sox et Yankees. Début des années 2000, on lance à l'intérieur, on se fait atteindre du côté des deux équipes. Je pense que dans la série, là, il y a eu 8 frappeurs atteints dans la série. Ouais. 2 d'Otani, 2 également de Fernando Tatis, et il a été même atteint à la main. Il a subi des rayons X, des examens rayons X un peu plus tard après ça. Je veux dire, puis en plus, là, au mois d'août, là, sur 10 matchs, sur 10 jours, ils vont s'affronter 7 fois. Je te le dis, ils s'aiment pas. Non. Et on lance des messages dans les médias. Ouais. Ça risque de brasser également old-time baseball haut à l'intérieur, Philo. Ouais, sauf que, tu sais, j'aime jamais ça, voir des joueurs étoiles se faire atteindre comme ça, parce que les joueurs étoiles, on veut les voir sur le terrain. Puis moi, je trouve que ça arrive plus assez souvent. Moi, si je suis un gérant, puis je sais que mon joueur étoile se fait atteindre par exprès, c'est sûr que je sors du dugout. C'est sûr. Je déteste quand on voit des joueurs comme ça se faire atteindre de cette façon-là, délibérément ou à peu près. Il n'y a pas de réaction. Non, j'ai la difficulté à comprendre ça. Puis l'autre série qu'on va suivre en fin de semaine, là, c'est Devers et les Giants qui reçoivent les Red Sox. Ça fait 5 jours seulement que Devers est parti de Boston. On le sait, ça a été un divorce très houleux. Il est parti de là en catastrophe. Les histoires vont s'écrire toutes seules cette fin de semaine à San Francisco. Devers va vouloir démolir les Red Sox. Lui qui a déjà dit en conférence de presse, pas de problème, il m'a joué n'importe où à San Francisco, au premier, au troisième, frappeur désigné dans le champ, c'est pas grave. Je vais jouer où est-ce que l'équipe va me le dire. Alors, ça prouve que quand une organisation, je pense que Buster Posey, le directeur général des Giants, a déjà mis les cartes sur la table pour que Devers sache où est-ce qu'ils s'en vont. Mais je pense qu'il va être heureux là-bas. Mais là, c'est sûr que cette fin de semaine, là, c'est du must-see TV entre les Red Sox et les Giants. Dernier sujet pour l'émission cette semaine, du baseball au stade olympique avec un point d'interrogation. On a eu la chance d'écouter, de regarder le podcast de Jean-Charles Lajoie en liberté. Il avait accueilli notamment Caroline Proulx, ministre. Caroline Proulx a mentionné que le baseball, pas le baseball, pourrait être rejoué également au stade olympique. Me semblait que ça s'était terminé concernant le baseball et la configuration du stade olympique. On avait mis une croix là-dessus. Est-ce que notamment tu as
des renseignements ou des dernières nouvelles à nous dévoiler par rapport à ça? Moi, j'ai été surpris parce que je pensais que le stade olympique allait être seulement configuré pour le soccer et le football des Alouettes. Mais là, on mentionne et on rementionne encore une fois que le baseball, ça serait possible. Démêle-moi tout ça, Philo, je suis mélangé. Ouais. Là. Bon, écoute, il y a deux choses qui m'ont fait un peu sursauter dans cette entrevue-là de Jean-Charles avec la ministre Proulx. Deux choses, comme tu viens de le mentionner. Elle dit baseball, possibilité. Et ensuite de ça, lorsque Jean-Charles lui dit si le stade n'était pas en rénovation, les Rays seraient ici. Et elle lui dit t'as des bonnes sources, t'as des bonnes informations. Bon, alors, moi, je suis allé fouiller. On nous a bel et bien dit qu'il n'y aurait plus de baseball au stade olympique lorsque les travaux ont débuté au stade. Je peux vous confirmer aujourd'hui qu'on a changé notre fusil d'épaule par rapport à ça. On nous avait dit que les équipements de baseball allaient être vendus. Ils n'ont pas été vendus. Ils sont en storage présentement. Là. Ils sont dans un warehouse, je ne sais pas trop, mais ils ont encore les équipements de baseball. Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé notre fusil d'épaule? Alors, premièrement, le dossier des Rays a quelque chose clair, net et précis à voir là-dedans. J'ai fait aller mes contacts et je n'ai pas été en mesure de me faire confirmer, mais par la teneur des conversations que j'ai eues avec mes informateurs, c'est que oui, les Rays, cet hiver, se sont informés par rapport à la disponibilité du stade olympique parce que eux, leur stade était bien sûr non utilisable avec le toit qui avait été arraché et ils cherchaient des solutions de rechange. Finalement, ils se sont retrouvés au George Steinbrenner Field à Tampa Bay. Peut-être qu'ils se seraient toujours retrouvés là d'une façon ou d'une autre. Mais mon pif me dit qu'il y a eu des conversations avec Montréal pour savoir by the way, si jamais on était mal pris, est-ce qu'on peut venir jouer au stade olympique? Malheureusement, c'est sûr que la réponse a été non parce que le stade est en rénovation. Deuxième point, il y a un groupe d'hommes, de promoteurs à Montréal présentement qui discutent avec le baseball majeur de façon régulière. Pourquoi? Pour la Classique mondiale de baseball 2029. Vous savez que le stade olympique veut recevoir des événements sportifs. C'est ça le but. On veut rentabiliser le stade. Pour moi, je sais pertinemment qu'un tournoi comme ça intéresserait les gens du Parc olympique parce que, imaginez, un an après l'ouverture du stade olympique, de pouvoir recevoir une compétition comme la Classique mondiale de baseball, ce serait extraordinaire. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que le baseball majeur a de l'intérêt pour Montréal pour la Coupe du monde 2029. On parle ici de discussions extrêmement préliminaires. Le baseball majeur a de l'intérêt pour plusieurs villes, mais ils veulent étendre leurs horizons. Montréal serait une façon de le faire dans un marché francophone. Le but, c'est d'internationaliser ce tournoi qui est une Coupe du monde de baseball. Alors, est-ce qu'il y a de l'intérêt du baseball majeur? Oui. Est-ce que les discussions vont continuer au cours des prochains mois? Oui. Alors, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que du côté du Parc olympique, on s'est dit, on ne peut pas abandonner la configuration baseball parce qu'il y a peut-être des coups à faire avec ça. Est-ce que les Blue Jays pourraient revenir jouer des matchs préparatoires au stade olympique? La réponse, c'est oui. Ça a été extrêmement lucratif pour les Blue Jays de venir jouer ici 2 matchs préparatoires avant la COVID. C'était 40 et 50 000 spectateurs à, mettons, 50 $ en moyenne du ticket. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Donc, moi, je verrais les Blue Jays revenir jouer des matchs amicaux ou préparatoires ici. N'oubliez pas que les White Sox sont dans une situation compliquée. On ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Est-ce que le baseball majeur pourrait être tenté de déplacer des matchs à Montréal? Les Rays de Tampa, ils sont à vendre. Ça va probablement passer, mais leur projet de nouveau stade est tombé à l'eau. Le projet de rénovation du Tropicana Field, c'est pas encore confirmé, c'est pas encore complété. On ne sait pas ce qui va arriver dans ce dossier-là. Et regardez, les A's sont partis jouer 3 ans à Sacramento. Avant de s'en aller à Vegas. Alors, there's a lot of moving parts. Tu sais comment dire, là, il y a plusieurs choses qui peuvent se la faire. ministre Proulx a mentionné, a parlé d'échéancier. On parle de 2027. Bon, les travaux du toit vont être complétés. On va pouvoir peut-être commencer à accueillir des événements en 2027-2028. Donc, toi, tu dis que 2029, selon tes informations, le World Baseball Classic pourrait débarquer ici, à Montréal, et qu'on n'a pas toujours, encore une fois, refermé la porte dans le baseball. Je veux dire, la situation des Rays, ça va pas très bien. On le sait, c'est un panier de crabes. Imagine, je sais, là, c'est un fantasme, mais les Expos reviendraient au stade olympique, dans un stade olympique repimpé.
Je commence à être Ben, excité, là, Philo. moi, Parce ce que que si je peux tu me dire- dis que les Expos reviennent dans la section Est de la Ligue américaine, Boston, Yankees, Ouais. Toronto, je vois mal des foules en bas de 20, 22, 25 000 un petit mardi soir Écoute. au stade olympique. Personnellement, mon impression, selon les travaux qu'on veut exécuter au stade olympique, ce ne sera pas suffisant pour convaincre le baseball majeur de mettre une équipe à temps plein là. Par contre, souvenez-vous d'une chose, la dernière visite des Blue Jays à Montréal, les gens du baseball majeur se sont déplacés et avaient donné au stade olympique, au parc olympique, à ce moment-là, le OK pour recevoir des matchs de la saison régulière. Souvenez-vous, ils avaient dit le stade olympique est at code, up to par, pour recevoir des matchs de la saison régulière. Donc, est-ce que c'est impossible qu'éventuellement il y ait des matchs de la saison régulière au stade olympique? Non. Que ce soit les Rays, que ce soit les White Sox, que ce soit je ne sais pas qui, c'est vraiment pas impossible. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'une équipe s'installe là en permanence? Pour moi, la réponse, c'est non. Mais ça veut pas dire que si tu amènes une équipe ici pendant une année, mettons que les Rays étaient venus ici pendant un an au stade olympique cette année puis que l'engouement avait été bon, ben peut-être que ça fait bouger des choses au niveau du gouvernement, au niveau de la communauté des affaires et qu'on dit, ben là, regarde, on va en construire un nouveau stade puis let's go, on va la garder, cette équipe-là. Donc, tout peut arriver. Mais ce que je vous dis, c'est que présentement, la fameuse hypothèse de il n'y aura plus de baseball au stade olympique, c'est écarté. OK. Il va possiblement y avoir du baseball de haut niveau au stade olympique après la fin des travaux. Donc, très à partir de rapidement, je veux dire, tu sais, on a parlé de rechanger la configuration des bancs et tout ça. Je pense qu'on met ça sur la glace pour l'instant, Ben, j'imagine. Là. Ben, c'est parce que les bancs qui étaient amovibles, là, qu'on bougeait pour le soccer et pour le baseball, on s'en est départis. Alors, il va falloir en acheter d'autres, je présume, qui vont avoir un peu la même fonction si on veut garder la configuration baseball et la configuration soccer-football. Mais pour moi, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça garde des portes ouvertes pour des compétitions de haut niveau de baseball. Alors, je suis vraiment content d'entendre ça, puis en espérant que les développements puissent continuer. Là, ça va spinner sur les réseaux sociaux, là, ce que tu viens de dire. Là. J'espère. Ça va On attendait ça spinner. depuis combien de temps? Et, tu sais, je veux dire, là, on va mettre fin à l'émission dans quelques instants, mais c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour Montréal après, bon, avoir annoncé que le Grand Prix restait ici à Montréal. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et, tu sais, c'est ça qu'on a besoin. Je pense que l'été, on a encore besoin d'un bon club de balle ici à Montréal. Montréal est une ville Major League. C'est ce qui manque à notre ville. Philo, merci d'avoir été là cette semaine et on va se reparler la semaine prochaine au podcast des Blue Jays. Merci de repartager l'émission. Le podcast des Blue Jays est disponible partout sur toutes les plateformes. Merci. À la semaine prochaine.